Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Rejoignez la communauté francophone de l'AC Milan en vous abonnant à notre chaîne en dessous de la vidéo et activez la cloche pour être averti de la sortie de nos émissions. L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Sassuolo grâce à un but à la 6e seconde de Leao qui est rentré dans l'histoire de la Serie A et des 5 plus grands championnats. On reviendra sur cette performance et ce record. But de Alexis Salmakers ensuite sur un énorme mouvement de Théo Hernandez à la 26e minute et enfin réduction de l'écart de Berardi à la 89e minute. Pour en parler avec moi, j'ai à mes côtés Adri et Théo. Salut les gars. Salut les gars, bonjour à tous. Salut à tous. Je reçois Hugo, fanatique de l'AC Milan depuis longtemps. Salut Hugo. Salut, merci de m'accueillir pour cette première, ça me fait plaisir. Les gars, on va commencer par cette incroyable performance. J'ai envie de même dire cette incroyable première mi-temps. Non, quelle première mi-temps, Adri ? Ouais, on a eu un excellent Milan en première mi-temps qui ont tout de suite posé les bases dès la 6e seconde, comme tu l'as dit, historique pour Milan et Rafael Leao dès la 6e seconde. Bien emmené par Akan et voilà, qui n'a plus qu'à distiller le ballon entre les lignes pour Rafael Leao. On a tout eu en première mi-temps de la part des hommes de Pioli, de l'intensité, du pressing, de l'envie, des actions, des joueurs qui se trouvent facilement. Et j'aurais même envie de dire qu'ils nous ont fait oublier pendant la première mi-temps l'absence de certains cadres. Zlatan, comme Bennacer, comme Kier, Théo Hernandez qui avait été laissé au repos et est revenu sur ce match-là. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu une très très grosse prestation des Milanais, voilà, comme j'ai dit, qui ont montré dès le début leur envie sur ce match. En deuxième mi-temps, on a eu un autre visage. En revanche, par contre, l'intensité a pas mal baissé. Plus de déchets, d'erreurs techniques, des joueurs qui se trouvaient par moments un peu moins bien. Et surtout, encore un but encaissé. Donc Milan, toujours pas de clean sheet depuis un petit moment. Sur Aogué, voilà, qui sur le mur vient se décaler et vient détourner le ballon de Berardi dans nos cages. Ouais, ça fait quand même un petit peu tâche sur le score final. Ça reste quand même malgré tout une prestation dans l'ensemble très très solide des Milanais qui se relancent après 2 matchs nuls face à Parme et au Genoa. Donc avant la Lazio, voilà, même s'il y aura encore des absents, notamment Kessié qui va être suspendu, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même. Très bien. Hugo, tu en as pensé quoi toi, de la performance des Milanais aujourd'hui ? Alors moi c'est vrai que globalement je suis d'accord avec Adrien. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu 2 matchs différents en fait. Une première mi-temps qui était pleine de maîtrise avec une action. Voilà, je sais qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui du fameux record de 6 secondes, mais c'était vraiment une action incroyable. Akan, je trouve qu'il arrive vraiment superbement bien à porter ce ballon. Après, c'est dommage, un but pour moi, refusé. Il fallait vraiment aller le chercher pour le refuser. On dirait que à la vidéo, ils se sont dit non, il faut trouver quelque chose là. On peut pas leur mettre 2-0 à la 8e minute, c'est pas possible. Le but à la 25e minute, la course de Théo, pareil, elle est incroyable. Et sinon, moi, c'est vrai que en fait, j'ai trouvé que à partir de la 40e minute, on a commencé déjà un peu à se lâcher un peu sur le pressing et ça a donné en quelque sorte les prémices de la deuxième mi-temps où notre visage des 40 premières minutes pour moi était vraiment impeccable et ça s'est dégradé peu à peu en fait sur la deuxième mi-temps. Théo, tu penses que la sortie de Tonali est un des facteurs justement à la mi-temps de cette deuxième mi-temps un peu plus compliquée ? On avait moins le pied sur le ballon ? Ouais, c'est indéniable. La deuxième mi-temps de Rade Krunic, elle est catastrophique. Kessié, on l'a senti un peu plus ronger son frein à partir du moment où il a pris son jaune. C'est frustrant. On avait eu ce petit espoir au dernier match. Au final, c'était Castillero et pas lui qui avait pris le jaune. Là, il est très sévère, quoi. Ce carton jaune-là, déjà, il touche pas. Après, c'est peut-être l'action du pied qui fait dire à l'arbitre qu'il doit mettre un jaune pour le jeu dangereux. Mais dans tous les cas, c'est regrettable. Après, ça nous pendait au nez depuis un petit bout de temps. Donc bon, ça risque d'être folklorique, le milieu qu'on va mettre face à la Lazio. Du coup, à la fin du match, je me suis mis par nostalgie, j'ai regardé. On a quand même Marco Brecciani et Tommaso Pobega qu'on envoie en prêt. Pas sûr qu'avec leur recul, c'était très utile. Biglia, je suis bien content qu'ils soient en Turquie et pas dans notre effectif. Bonaventura n'est plus là. Mais ouais, j'aimerais pas être à la place de Stefano Pioli pour le prochain match. On espère juste que ce que Sandro s'est fait, c'est pas trop grave et qu'il sera titulaire face à la Lazio. Mais dans tous les cas, c'est assez alarmant, quoi. Puis je suis pas du tout rassuré par le match de Rade Krunic là,
qui a complètement perdu le fil du jeu et qui a surtout été largement moins fort que Tonali, qui est l'un des meilleurs hommes sur le terrain ce soir. Donc content pour la victoire, mais pas forcément rassuré pour ce qui va se passer face à la Lazio dans quelques jours. Limite, au vu de la performance de Hakan Çalhanoğlu, que j'ai trouvé assez bon aussi dans le repli défensif, c'est limite une meilleure option que Krunic, non, aux côtés de Tonali, si Tonali est disponible. Non, je pense pas. Je pense que là, c'est la première fois depuis un petit bout de temps qu'on voit vraiment la distinction entre Hakan et Brahim Diaz. On n'a pas vu un Brahim Diaz empiéter sur le terrain de jeu d'Hakan. Donc je pense que c'est dans ces cas-là qu'il y a de l'efficacité entre ces deux joueurs et qu'ils ne sont pas à marcher dessus. Mettre Hakan à ce rôle-là, déjà, ça va être frustrant pour le joueur parce soit il va complètement lâcher son poste et il va jamais revenir et on va jouer avec en 4-1-5 et c'est pas intéressant. Soit il va complètement se brider et jouer que derrière, mais ce sera frustrant parce qu'on n'exploitera pas pleinement son potentiel. Donc non, je pense que vraiment là, ça va être de la récup face à la Lazio. Je sais pas la gueule qu'aura notre double pivot, mais ouais, ça me désole. Je suis vraiment déçu pour le coup. Hugo? Ouais, moi c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Théo. Je vois pas du tout Hakan jouer plus bas. Je pense pas que ça soit forcément productif. Et malheureusement, on va devoir compter sur Krunic en tout cas, sauf si bien sûr un miracle pour arriver après sur le mercato d'hiver ou quoi. Mais moi je pense que malheureusement, on va devoir le jouer un peu plus que ce qu'on pensait. Krunic, en tout cas, qu'on verra à l'œuvre face à Milinkovic-Savic, on va se marrer de cette opposition. Très bien. Ouais, vas-y, Adri. C'est vrai que quand tu vois le milieu, la Lazio avec Luis Alberto, Milinkovic, Ouais. Savic, c'est vrai que rien que de penser à notre milieu de terrain pour ce match-là, ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. On Je ira chercher repensais à la stat d'Adri. Ça fait 4 matchs en Serie A qu'on n'a pas fait de clean sheet. Le dernier en date, c'était face à la Fiorentina. Ouais. Et quand je me rappelle du but évitable face à la Samp qu'on prend quand on va gagner 2-1, bon, Parme, on ne reviendra pas dessus. Et le Genoa, pareil, c'est 2 buts évitables. C'est vrai que c'est 4 buts qui font un peu tâche, quoi, surtout avec ce que notre défense et notre gardien ont fait aujourd'hui. Hugo? Ouais, moi ce que j'ai trouvé quand même assez encourageant aujourd'hui, c'est que certes, voilà, on prend encore des buts, mais là, c'est pas nos défenseurs qui ont marqué aujourd'hui. On a quand même eu des retours voilà, de joueurs offensifs qui marquaient, alors que ces derniers matchs, on devait compter sur des Kaloulou, sur des Théo, on voyait pas trop nos attaquants briller, être décisifs. Et là, je trouve que ça fait du bien de voir Léao marquer, par exemple. Tout à fait. Au niveau des records de l'AC Milan aujourd'hui, je vais les retrouver, ils sont là. 15 matchs consécutifs en Serie A avec au moins 2 buts marqués. 33 matchs consécutifs en Serie A avec au moins un but marqué. Milan est invaincu depuis 25 matchs en Serie A. Et enfin, Milan n'a concédé qu'une défaite lors de ses 39 derniers matchs. Voilà, on est… c'est impressionnant. Elle est dingue, ces stats. Ah, ça fait plaisir. Une défaite en 39 matchs, voilà, donc celle face à Lille, hein, évidemment. Mais sinon, sur l'année civile 2020, si 2020 est une année à oublier de manière générale, en tout cas pour le Milan, c'est peut-être ce qui nous a maintenu la tête hors de l'eau en tant que supporter milanais. Les gars, si on n'a pas autre chose à rajouter, on va passer aux performances individuelles. Théo, je te laisse commencer. Ouais, pour ce qui est de mes tops, en troisième position, j'ai mis Hakan, que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. J'en parlais juste avant, mais le fait qu'il soit pas réduit dans son volume de jeu par un Brahim Diaz qui vient constamment le chipper son poste l'a rendu beaucoup plus intéressant. La vista qu'il a pour la lancer après 3 secondes de jeu sur les AO est formidable, je trouve. Il est remplacé en fin de match par Maldini, mais convaincu une nouvelle fois par la performance du Turc. En deuxième position, j'ai mis Kaloulou. C'est impressionnant, sincèrement. C'est un joueur qui va encore avoir beaucoup de temps devant nous. Mais pour un troisième match en pro, quand on connaît le contexte de son arrivée, personnellement, je ne m'attendais pas à le voir jouer avant le mois de janvier ou février. Au final, à cause d'un effectif réduit, on a l'occasion de le voir plus souvent et c'est une chance parce que moi, je l'avais suivi sur les premiers matchs amicaux. On parlait déjà d'un latéral droit intéressant avec de l'explosivité, avec une proportion, une part dans le jeu qui était importante. Et là, il se retrouve défenseur central. Sa première mi-temps, il n'y a rien à redire. Sincèrement, il tient excessivement bien la baraque avec Alessio Romagnoli. Donc, très bon match, encore une fois, de Kaloulou. Et mon homme du match, c'est Léao. C'est indéniable. On a eu cette surprise, un peu cette mauvaise surprise de voir Rebic finalement absent dans le groupe. Blessé, il a été remplacé par le Suédois Robak qui n'a pas pu d'ailleurs prendre ses premières minutes de jeu, c'est dommage. Mais non, Rafael Leao a été excellent en patron devant, le dragster portugais qui nous a régalé. Quelle puissance! On l'a senti vraiment en confiance sur chacune des attaques qu'il a jouées. C'est ce que j'allais te dire.
Et ça fait du bien de retrouver un buteur efficace. Je mets pas Théo Hernandez, qui est auteur d'un super rush et d'un match que j'ai trouvé aussi important, parce que je trouve qu'il a quand même manqué de lucidité sur certains de ses centres. Si celui pour Salesmakers est exceptionnel, il y en a d'autres où il aurait pu soigner le dernier geste. Match extraordinaire, encore une fois, de notre TGV, mais je pense que les 3 joueurs que j'ai cités méritent mieux la place du top 3 aujourd'hui. Ouais, il y avait beaucoup de joueurs qui se sont distingués. Lesquels tu as retenu, toi, Hugo? Alors, moi, c'est vrai que c'est assez similaire à ce qu'a dit Théo. Pour la troisième place, en fait, j'hésitais entre Kaloulou et Akan. Mm. Mais j'ai préféré Akan tout simplement parce que Kaloulou, je l'ai trouvé quand même plus effacé en deuxième mi-temps, même si Ouais. sa première mi-temps était vraiment exemplaire, ça pour le coup. Donc, si la deuxième mi-temps était à l'image de la première, bien sûr qu'il serait allé dans le top, mais c'était pas forcément le cas. Donc, du coup, en troisième position, moi, j'ai mis Akan. Le voir évoluer sur l'aile et non en 10 comme récemment, moi j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait une grosse prestation. C'est vrai que pour le coup, ils se sont pas gênés avec Brahim, donc ça c'était cool. Sa passe décisive est vraiment superbe. Son but refusé en soi, enfin, je trouvais que voilà, l'action pareil était vraiment très très Ouais. bien. Et voilà, moi je l'ai trouvé quand même serein. Il a fait aucune erreur majeure ou quoi. Pour moi, il a fait les bons choix, donc il mérite sa place dans le top. En deuxième position, moi j'ai mis Léao. Bah après, c'est vrai que voilà, son but, il est pour quelque chose, mais pas que. J'ai trouvé qu'il avait vraiment adopté une grosse qualité technique, à l'image de, je crois, c'était à la 80e minute où il a commencé un peu à nous faire des gestes techniques par-ci Ouais. par-là. Bon, c'était un peu à la FIFA, mais moi j'ai trouvé quand même Football ça. champagne. Ah, c'est ça, vraiment, ça, c'était clairement du football champagne. Il n'était pas obligé de faire ça. Voilà, en tant que joueur de Sassuolo, je pense que j'aurais commis une petite faute dessus, mais bon, après, ça ne regarde que moi. Voilà, il avait fait une assist vraiment magnifique qui a été refusé aussi. Enfin, c'était un très très beau centre. Et voilà, moi j'espère que Rebic a bien regardé son match, quoi. Ça l'a interpellé. Il s'est dit, ah, ça c'est un attaquant de pointe. Et en première position, j'ai mis Théo. Moi j'étais obligé de le mettre parce que voilà, il a étouffé son vis-à-vis. Un pressing incroyable. Moi personnellement, j'ai eu l'impression de voir Sassuolo être obligé de jouer constamment de l'autre côté, tellement Théo les empêchait. Ils étaient obligés de toujours basculer le jeu. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des courses incroyables certes, mais bon, qui n'ont mené à rien, où il se précipitait en même temps avec sa vitesse de pointe. C'est un peu dur parfois d'ajuster certaines passes. Et puis une passe D magnifique aussi. Voilà. Il y a une action de Théo qui m'a fait sensation, c'est celle où Berardi fait un pressing sur Berardi qui renvoie jusqu'à dans sa moitié de terrain sans faire faute. Ouais, voilà. Berardi est proche de notre surface de réparation. Théo fait un pressing incroyable et il le ramène dans la surface, dans la moitié de terrain de Sassuolo. C'était Ouais, c'est gros ce que match. j'ai noté. Et Ouais. également justement pour le pressing. Et c'est vraiment cette action-là où je me suis dit, ah oui, son pressing, il est vraiment balèze. Ok, Adri, toi, t'es top. Ça va être rapide, parce que ça va être comme Théo et Hugo. J'ai mis Akan en troisième. Très très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps un poil moins bonne, un peu comme toute l'équipe globalement. Bonne orientation du jeu, très présent offensivement. Bon retour défensif aussi à plusieurs moments. En deuxième, j'ai mis Kaloulou. Je l'ai trouvé très très bon et j'attendais beaucoup sur ce match-là parce qu'il n'a pas eu de chance sur le match face à au Genoa. Il a fait un bon match contre Gênes, mais d'un côté, voilà, il était un peu fautif sur les deux buts, surtout sur le deuxième. Là, c'est ça que j'ai trouvé très très propre défensivement. Il a commis aucune faute, il me semble. De bonnes relances aussi, c'est lui qui a l'origine sur le but refusé justement d'Akan. C'est Kaloulou qui lance sur Salmakers. Après, voilà, l'action, on la connaît. Ils ont bien, lui et Romagnoli, ils ont été très très bons, je trouvé, sur ce match-là. Et en premier, je mets Léao, buteur. Il est bien revenu après sa blessure et après sa gêne du dernier match. Donc voilà. Très bien. Et moi, j'ai exactement les mêmes que toi et que Théo, dans le même ordre. Akan, Kaloulou, Léao. Je voulais juste revenir sur, du coup, je vais pas développer plus que ça. Je voulais juste revenir sur deux performances qui sont à saluer. Celle de Tonali en première mi-temps, qui a fait vraiment, pour moi, ça a été sa meilleure performance en fait depuis qu'il est arrivé à l'AC Milan, où il a récupéré énormément de ballons. On l'a senti vraiment en confiance et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu avec Tonali. Là, il a pris vraiment l'ascendant sur le milieu de terrain. Avec Kessié, c'était un travail incroyable. Moi, je l'ai dit à la mi-temps, Kessié, Akan et Tonali, c'était du Gattuso, Pirlo, Seedorf Prime. Et le deuxième joueur que je voulais saluer, c'était Romagnoli. Comme tu l'as très bien dit, Hugo, j'ai trouvé que la première mi-temps était pour Kaloulou. La deuxième, en revanche, c'était vraiment pour Romagnoli. Il loupe de peu le top 3 avec la grossière faute. Après, Boga fait vraiment le geste juste pour obtenir la faute.
mais ça nous coûte quand même ce but et ça nous permet d'être moins serein dans les dernières minutes. Mais voilà, quand même, Romagnoli, avant ça, j'ai noté 5 interventions, 5 belles interventions. Kaloulou en a 6. Donc voilà, grosse performance. Romagnoli qui reprend confiance. Et avec Kaloulou, c'est vraiment une charnière sérieuse. Ils ne sont pas récompensés du clean sheet. Honnêtement, ils la méritaient parce que Sassuolo a eu du mal. Et aussi, ce que je voulais rajouter là-dessus sur la performance défensive, c'est que je trouve que quand même, ça venait énormément de Calabria et de Théo. Ça a joué vraiment sur des centres et tout. Et ils ont été très, très, très solides. Kaloulou, Romagnoli, beaucoup de ballons récupérés au duel aérien, etc. Des interventions dans les pieds. C'était chapeau aux deux centraux. On va passer au flop maintenant. Désormais, Adri, je vais te laisser commencer. En flop 3, j'ai mis Calabria. Match compliqué pour le latéral italien. Il nous habituait à beaucoup mieux. Je l'ai trouvé un peu en peine, que ce soit défensivement. Je l'ai trouvé moins présent aussi offensivement par rapport aux autres matchs. Il n'a pas été calamiteux non plus. Mais c'est vrai que voilà, même par rapport même en première mi-temps où tout le monde a été bon, c'est lui que j'ai trouvé un peu plus en dessous. Et en deuxième mi-temps, voilà, un peu plus à la peine. En 2, j'ai mis Aogué. Ça me fait mal au cœur de mettre Aogué en flop. Mais voilà, c'est lui le fautif sur le but de Berardi, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est lui qui vient contrer ce ballon en se décalant. Et en premier, j'ai mis Krunic. Hein, on l'a pas vu du match. Le peu qu'on l'a vu, c'est des pertes de balles, des erreurs techniques, des imprécisions. Donc voilà. Ok, Hugo. Moi, c'est vrai que ça sera des flops assez similaires, mais pas dans le même ordre. Parce que moi, c'est Calabria, je l'ai mis en 3e position pour le coup. Puisque c'est vrai que j'ai trouvé son pressing vraiment léger à des moments. J'ai trouvé des décisions défensives, pareil, un peu compliquées. Mais sauf que moi, vraiment, sa vista, pour moi, elle compte beaucoup. Enfin, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une vista d'enfer. Et généralement, quand il fait une erreur défensive, il est toujours là pour essayer de la rattraper. Et il arrive souvent à rattraper certaines erreurs. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je lui en veux assez rarement. Mais là, aujourd'hui, il a quand même manqué vraiment de justesse technique, on va dire. En 2e position, Krunic, puisque c'est vrai que on n'a vraiment pas l'impression de l'avoir vu. Il avait pareil un pressing, j'ai trouvé très limite. Les joueurs pouvaient tirer assez librement en dehors de la surface, alors que s'il y mettait un peu plus de volonté, il les empêchait tout simplement. Excusez-moi, il les aurait obligés à passer par l'aile. Alors que là, en fait, on voyait tout simplement des frappes de Sassuolo. Il tentait comme il pouvait, hein, en plein à l'extérieur de la surface. Et je pense que voilà, le Krunic était vraiment, une entrée vraiment oubliée. Et puis moi, le flop numéro 1, c'est clairement Aogue. Et je l'aurais mis en flop même sans le but qu'il concède, puisque clairement pour moi, j'ai noté que son entrée était vraiment catastrophique. Aucune percussion, que des mauvais choix. Il regardait pas avant de faire des passes, il faisait les mauvais dribbles. Et puis après, sur le coup franc, c'est absolument n'importe quoi, s'écarter d'une heure comme ça. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça incompréhensible. On aurait cru un petit CM1 qui avait peur du ballon, quoi. Ouais. Voilà. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi sur l'entrée de Aogué. J'ai exactement le même que toi dans le même ordre. Calabria, Krunic et Aogué en 1. Entrée très timide. C'est pas la première fois qu'on voit Aogué rentrer comme ça. Après, moi, j'en retiens quand même beaucoup plus de positifs de manière générale sur Aogué. Là, c'est une contre-performance sur une demi-heure. Mais c'est vrai que voilà, au compte d'envoi, on aurait préféré avoir Aogué. Brahim finalement s'en sort assez bien, à part l'action qui croque en tout début de deuxième période où il peut plier le match. Mais sinon, Brahim arrive quand même à faire une bonne relance qui amène au deuxième but. Je crois que c'est au but qui est refusé. Mais c'est vrai que en fait, Brahim a vraiment trouvé un juste milieu. Et quand on a sorti Brahim pour faire rentrer Aogué, Aogué n'a pas eu le même impact, a mis vraiment du temps à rentrer dans le match et n'est jamais vraiment rentré dans le match. Oui, Hugo. Ah non, justement, Brahim, sa super bonne sortie de ballon, c'était pour le but accepté avec la course de Théo qui suit derrière. Oui, tu as raison. Théo, tes flops? 2 flops pour ma part. Le premier, c'est Rade Krunic. Complètement rade d'inspiration. C'est le seul jeu de mots positif que je peux amener à sa performance, tellement elle relève du fantôme. Pendant un temps, j'ai essayé de défendre ses entrées de jeu parce que je trouve que c'est un numéro 10 qui est capable d'apporter un meilleur repli défensif que Hakan tout en conservant une activité offensive. Là, il remplace Tonali.
il n'a rien apporté. C'est affligeant d'être aussi invisible sur un terrain et de me dire qu'il va être titulaire face à la Lazio. Mm. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait sincèrement mal au cœur. J'espère qu'il va se rattraper. Mais non, le joueur de 27 ans m'aura beaucoup déçu ce soir. Et mon deuxième flop, ce sera ni Calabria ni Aogus, c'est Brahim Diaz. Si effectivement, Hugo en parlait très justement, on peut louer sa qualité de jeu sur le but refusé, justement refusé pour une position de hors-jeu. Il a une capacité à tuer des actions qui peuvent Ouais. nous assurer le match que Ouais. j'arrive pas à comprendre. Il y a encore une action où on part seul, on est en 3 contre 2. Il la donne à Léao, Léao part en face à face, certes sur Mm. son pied gauche, mais ça peut quand même faire but. Et il va s'embêter à aller sur son mauvais pied pour la perdre au final. Et c'est pas la première fois qu'il a ce manque de lucidité de se dire je vais la tenter en solo. Donc il y a plusieurs explications. Soit voilà, c'est le manque de lucidité, la jeunesse, soit c'est voilà, c'est cette envie qu'il sent peut-être qu'il n'est pas en confiance, pas assuré des titulaires et qu'il veut marquer ce but pour se relancer. Mais dans les deux cas, il ne se rend pas service. Encore l'action d'aujourd'hui, il avait clairement plus intérêt à donner une passe décisive à Léao plutôt qu'à s'entêter de faire un dribble qui au final ne réussit pas. Et je crois que c'était aux alentours de l'heure de jeu, c'était le 3-0 Mm. assuré et une fin de match où on n'était pas obligé de sortir à la ventoline et de suer des fesses comme aujourd'hui. Hugo. Oui, d'ailleurs, moi, il me semble qu'on l'a pas dit, mais Kaloulou, il fait vraiment une passe exceptionnelle sur le but refusé où Ouais. il casse 2 voire 3 lignes d'un coup. Mm. Et bon, malheureusement, la position de hors-jeu se passe sur cette passe-là, à un chouïa, mais là, moi, je la passe, j'ai halluciné, franchement. Yes. Donc, ouais, Brahim, toi, tu mets Brahim en flop. Ok. Bon, bah, vous, dites-nous dans les commentaires sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de la prestation de Brahim, s'il mérite le flop, si effectivement, oui, c'est vrai que il a. En fait, ce qui est le problème avec Brahim, c'est que c'est ridicule de dire ça à un joueur professionnel, c'est qu'il lève pas la tête. Il a la tête dans le guidon quand il dribble et puis il la donne trop tard, quoi. Il croque un peu l'action et c'est sûr qu'il nous permet de tuer le match sur cette action. Ok, on va refermer du coup la page. Donc Milan qui reste leader avec 3 points d'avance sur l'Inter. L'Inter qui s'est imposé 2-1 face à Spezia, qui a pris aussi un but dans le temps additionnel à la 93e minute par la Spezia. Ouais, de Piccoli, Voilà. l'ancien de l'Atalanta, le petit jeune. Donc, avec le classement qui s'affiche là, il me semble que l'Inter et Milan ont la même différence de but. Donc voilà, on verra lors des matchs retour qui prendra l'avantage. Donc, on va refermer le sujet autour de Sassuolo pour arriver vers le débat du jour qui tournera autour de l'absence d'Ibra, les gars. Et la première question que je vais vous poser, c'est quelles sont les conséquences sur nos objectifs avec cette blessure de Ibra, donc qui a out jusqu'à début mi-janvier, on annonce. Donc, il va louper Benevento et la Lazio, c'est sûr et certain. Il est vraiment incertain pour le match face à la Juve qui aura lieu autour du 10 janvier. Le Euh, 6. le 6 janvier. Théo, t'en penses quoi, toi, par rapport à nos objectifs, qu'est-ce que tu as à me dire? Pour moi, ça change absolument rien. Dans la mesure où, je le répète, on ne joue pas le titre. Faut être lucide. On a souffert beaucoup trop d'années, connu beaucoup trop de feux d'artifice et de mise en avant pour au final être déçu. Milan, c'est un peu comme ton ex, tu vois. Tu t'attends toujours à la voir revenir, mais tu sais qu'elle ne reviendra pas. Donc là, ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu la Ligue des Champions. Il y a un moment, on prend un peu de lucidité, on arrête de finir en slip à chaque défaite et on reste calme. Pour l'instant, on est premier. Je sais pertinemment qu'on finira pas premier à la fin de la saison. J'espère me tromper, mais je garde cette lucidité là-dessus. Notre objectif, pour moi, il est assez simple. C'est de distancer la Roma, le Napoli, Sassuolo ou l'Atalanta et de garder le moins d'écart possible avec la Juve et l'Inter. Pour l'instant, on a 4 points d'avance sur la Juve, 1 point d'avance sur l'Inter. Et c'est vraiment cette avance-là sur laquelle on doit se focaliser. Après, voilà, ce soir, il y a encore un match intéressant. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la Lazio qui affronte Naples. Donc déjà là, si la Lazio gagne, ça le mettrait peut-être en confiance, mais ça distancerait encore un peu plus Naples, qui serait du coup en cas de défaite à 8 points de nous. Donc pour moi, l'absence de Zlatan ne change pas nos objectifs. On perd toujours pas, on gagne des matchs, on reste premier, on continue à prendre de l'avance pour cette 4e place qui est pour moi l'objectif numéro 1. Donc non, moi je reste vraiment lucide là-dessus. C'est pas la peine de parler de titre. La saison elle est encore bien trop longue. C'est pas comme si on était mi-mars et qu'il restait 8 matchs à jouer. On n'a même pas fait un tiers. Donc pour l'instant, je reste lucide là-dessus. On joue la 4e place à mes yeux. Hugo, il n'y a que Zlatan qui joue le titre ou pas du coup à Milan? Ah non, mais moi, malheureusement, je suis totalement d'accord avec Théo, hein. C'est vrai que
Moi, il n'y a pas une seconde de la saison où je crois au titre et je n'y croirai que à la 35e journée. Parce que ce club-là, il nous fait beaucoup de mal. C'est quand on commence à y croire qu'il se passe des choses assez bizarres. Alors que là, on était dans une période où on y croyait moins. Il s'est passé un miracle en quelque sorte et puis on en profite. Moi, j'ai pas envie de me fixer d'objectifs. Voilà, on verra ce qu'il adviendra. Mais pour moi, en tout cas, si on parle vraiment de l'absence pure de Zlatan du terme, non, je pense que en plus, quand on voit la prestation de Leao Hmm. enfin non, cet après-midi, pardon, et potentiellement des recrutements qu'on pourrait faire, moi je pense que non, il y a pas de danger. Sur toi, ton avis aussi sur les objectifs, Adri? Est-ce qu'il faut les revoir à la baisse avec l'absence de Ibra? Je vais même te poser une autre question annexe, Adri. C'est est-ce que la série qui est en cours, là, on l'a évoqué tout à l'heure, peut prendre fin face à la Juve et avec le manque d'Ibra qui va, pour le coup, qui pourrait peser sur Bonucci de Ligt. Est-ce que tu nous vois perdre cette rencontre? Comment tu le sens sans Ibra? Déjà, il ne faut pas oublier que même si Zlatan voilà, est absent, faut pas oublier que maintenant, on a une équipe qui a une identité de jeu, qui a un fond de jeu. Mm. C'est une équipe maintenant qui se connaît depuis 2-3 saisons environ, qui n'a pas beaucoup bougé lors du mercato. Donc c'est vrai que Zlatan pèse énormément sur les défenses, mais même si on a encore des absents, n'importe quoi, admettons, voilà, Kier, ça tarde un petit peu, choses comme ça. On a un absent par ligne, hein. Donc C'est c'est tout ça, simple. c'est ça le truc. De Kier à Zlatan en passant par Benacer et par Rebic. Un absent par ligne. C'est terrible. Mais non, la Juve, après voilà, je suis pas devin non plus, mais je nous vois quand même sortir un gros match parce que maintenant voilà, on sait qu'on a des coronets pour rester poli. Avec ou sans Zlatan, on voit qu'on a du caractère. Après, moi, ce qui voit que notre série s'achève, c'est pas ça qui va me déranger le plus, même si ça m'embêterait beaucoup. Mais non, non, je suis persuadé qu'on sortira un grand match face à la Juve. Et pour répondre à la première question, non, notre objectif ne doit pas être revu à la baisse. Ça reste la qualification en Ligue des Champions, non pas le Scudetto à la base. Donc, non, non. Même si j'espère qu'on aura le Scudetto, j'y crois quand même un tout petit peu dans un coin de ma tête. On y croit Voilà, ensemble alors parce que faut moi j'aimerais. rester un minimum lucide. À la base, c'est la Ligue des Champions. Et si on se qualifie en Ligue des Champions, je serai déjà le plus heureux des hommes. Comme vous tous, j'imagine. Très, très bien. Alors, deuxième question que je vous pose, les gars, donc, qui est quelle est notre meilleure solution en termes de tactique à court terme? Voilà, on a vu un Leao avant-centre aligné en début de match, mais quand même très en vue sur le côté gauche. Il a vraiment beaucoup délaissé, donc avec un retour de Rebic qui devrait être absent pendant pas très longtemps, ou alors le prolongement de Hakan côté gauche, mais il y a toujours cette interrogation côté gauche et en avant-centre, Hugo? Alors enfin tu me parles pour la tactique là, c'est ça? Ouais, Excusez-moi, la j'ai mal compris la tactique. question. Ouais, la tactique. Bah non, moi c'est vrai que je me suis dit on pourrait peut-être s'enflammer même à tenter un 4-4-2 ou quoi, mais je pense que dans le fond, enfin j'y pensais plus pour rigoler qu'autre chose. Je pense que notre schéma est très bien. Et sinon au niveau des joueurs, bah non, on mettrait Akan à gauche, Leao en pointe, et puis voilà, hein. La tactique qui pourrait aussi être modifiée avec l'arrivée d'un Depay, d'un Belotti, d'un Scamacca. Voilà, parce que quand on évoque les rumeurs de transfert, un Belotti qui évolue au Torino avec deux attaquants, avec un Simone Zaza à ses côtés, Depay qui est plus un attaquant de soutien. Donc en vrai, le 4-4-2 que tu évoques, il est plausible, Hugo. Ouais, non, c'est vrai que moi, en fait, j'y pensais, mais j'y pensais plus avec le profil de Rebic. Et donc, du coup, bah, après, là, c'est vrai que son absence est à court terme, mais on va faire comme si Rebic était là. Et c'est vrai que moi, justement, je pense à un 4-4-2 avec un Rebic Belotti en pointe, ou même avec un Rebic Jovic, puisqu'on sait qu'en plus, Jovic et Rebic se connaissent. Et donc, j'espère une entente plus facile en attaque. Mais moi, c'est vrai qu'un 4-4-2 avec Rebic et Belotti, ça m'emballerait, franchement. Mais tu mets qui en milieu gauche? Si tu En mets milieu gauche, Maker de justement, droite? Léao. en milieu gauche, moi, je mettrais Leao ou Akan. Ah ouais, mais enfin, là, on met Akan à gauche dans un 4K2. Les gars, c'est le totem d'immunité de Gattuso qui revient, hein. Un Gattuso qui prend la ligne couloir gauche sans numéro 10. Ses appels de balles, vous les voyez dès le début de match. C'est ultra risqué, un 4-4-2 comme ça. Ça veut dire que tu te prives des projections offensives de Leao. Tu fais reculer d'un cran à Salesmaker, tu te prives d'un 10. Tout ça pourquoi? Pour privilégier la potentielle entente de Rebic avec un buteur. Non, franchement, c'est trop risqué. On a mis 7 ans à avoir un dispositif fiable. Mm. On a un 4-2-3-1 qui commence à être bien ficelé. Moi, jamais de la vie, je change en dispositif à la mi-saison, Zlatan ou pas Zlatan. C'est trop risqué.
Ouais, parce que la question que j'évoque, c'est en cas qu'il n'y ait pas Zlatan, en fait. Parce que bien sûr que s'il y a Zlatan, le cas de 3-1, il reste figé, tout le monde est OK Mais même, là-dessus. Mais c'est la question, mais c'est même si sans jamais, Zlatan. mais si jamais tu recrutes un Belotti qui a l'habitude de jouer à 2 attaquants, moi, Belotti seul en attaque, je suis pas certain qu'à Milan, ça trouve, tu vois, un peu comme un Rebic, hein. Ouais, Rebic qui est clairement. Déjà, pareil, qui est pour un moi, attaquant de Bellotti, soutien. il va finir sa saison au Torino. Déjà, pour moi, que ça soit dans la fidélité du joueur ou dans le profil, le Torino, ils sont en train de galérer pour le maintien. Ils ont encore fait un match nul bancal cet après-midi face à Bologne. Ils sont 18e. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur meilleur joueur. Je vois mal Bellotti, et même par rapport à la philosophie du joueur, pardon, je le vois mal quitter le club. Et en plus, tu le dis très justement, ce ne sera pas la meilleure solution parce que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer à deux devant. Moi, peu importe le recrutement qu'on a, je mets Rebic à gauche, j'attends qu'il revienne tranquillement de blessure. Léao titulaire en attendant le retour de Zlatan. Et à ce moment-là, on se penche sur une deuxième option derrière. Mais quand tu sais que là, les options évoquées, c'est Jovic. Bon, Jovic, il joue pas du côté du Real, c'est Mariano, l'attaquant remplaçant de Karim Benzema. Il y a cette possible affaire il n'a pas respecté le confinement dans son pays d'origine. Hmm. Ça, on n'en saura pas plus, je pense. Mais pourquoi pas à la limite. Après, tu sais que c'est aussi un attaquant qui fonctionne à la confiance. C'était un attaquant qui était très fort au Benfica, qui avait une confiance folle avec l'Eintracht et qui était incroyable avec Kostic et Rebic devant. Il n'a pas eu la confiance sur ses entrées avec Zidane. Bon, après, si Zidane, c'est un autre débat, mais il a quand même un don parfois à pas lancer les attaquants en leur donnant la plus grande dose de confiance. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, déjà, tu as l'aspect mental. Tu sais pas dans quel état le joueur va arriver. Et connaissant Milan, on a Ouais. beaucoup trop accueilli des joueurs dans le relationnel plutôt que dans le sportif. Donc, si on peut avoir un joueur qui est certain de ses capacités et qui est prêt à jouer maintenant, ça peut paraître égoïste comme vision, mais on a assez fait dans le caritatif, tu vois. Ouais, moi je suis Et d'accord. dernière chose, on n'avait pas assez parlé de Depay, les gars. Depay, on parle d'un joueur qui va être en fin de contrat la saison prochaine avec Lyon et qui est prêt, selon le quotidien l'équipe, à être lâché pour 5 millions d'euros par Lyon, ce qui est extraordinaire. Il va y avoir son salaire, il va y avoir un contrat, etc. Mais 5 millions sur un transfert d'un joueur comme ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, ça le serait encore plus si Akan part. Je m'explique. Depay, il peut jouer à gauche ou en 10. Mais dans les deux cas, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Et déjà que Brahim Diaz commence un peu à bouffer la feuille avec Akan à ses côtés, si on a Akan en 10 et Depay à gauche, les deux vont se manger la feuille. Ça va être catastrophique. Ça se sent dans leur manière de jouer, etc. Donc, je préfère sincèrement que Akan commence à discuter contrat avec d'autres clubs cet hiver et qu'on s'assure de son départ, qu'on récupère un Memphis Depay et qu'au moins, que Brahim Diaz ne signe ou pas avec nous la saison prochaine, on a notre solution de départ à Cannes et dès le mois de janvier, on ne perd pas un joueur clé parce qu'on le remplace par un autre. Très bien. Hugo, tu voulais réagir? Oui, parce que c'est vrai, bon, Depay à 5 millions, c'est alléchant, mais sauf que là, on parle d'un pur avant-centre. On a besoin d'un pur avant-centre et Depay, comme tu le dis, c'est ailier gauche ou numéro 10. Et donc, pour moi, c'est pas la priorité sur le court terme. Parce que Depay, il te remplace pas Zlatan dans l'apport, dans l'utilisation de Pioli. Pioli tel qu'il utilise son numéro 9. On le voit avec Rebic que ça marche pas. Aujourd'hui, ça a bien fonctionné, mais Léao a fait 80% du match à gauche. Il était très peu dans l'axe. Donc, ramener un Depay, moi je suis d'accord que Depay, il te règle. Moi, bien sûr que 5 millions, si demain Milan signe Depay pour 5 millions, je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est l'affaire de l'année à 5 millions hein, Depay. Mais je trouve qu'il ne te règle pas le problème d'attaquant pivot, d'attaquant de soutien qu'on cherche. Et moi, du coup, quand j'évoquais le 4-4-2, que je trouve qui n'est pas déconnant, parce qu'au lieu de jouer dans un 4-2-3-1 où tu as 2 ou 3 joueurs qui ne sont pas à leur poste, et ben peut-être pouvoir jouer en 4-4-2 avec un Belotti, parce que moi, je ne suis pas aussi catégorique que toi sur le fait que Belotti partira pas en hiver, parce que quand tu vois la situation difficile du Torino, Giampolo risque de partir. Et puis ça se trouve que pour 35 millions, bah, Torino peut s'acheter 2-3 joueurs qui permettraient d'assurer à 100% Mais un maintien, tu vois. là, le 4-4-2, on est en train de le revoir de l'angle uniquement sous Zlatan. On se souvient tous du rôle de Franck Kessié dans les 4-3-3 à l'ancienne. C'était un box-to-box qui ralentissait toute forme de projection offensive et qui, pareil comme Akan, avait le totem d'immunité et nous servait à rien. Imagine si là, tu lui demandes de jouer un cran plus haut, tu demandes à Benasser de jouer un cran plus haut, tu demandes à Sandro Tonali de revoir un peu son positionnement parce qu'il était 6 dans le 4-3-1-2 de Brescia et maintenant il est en double pivot. Tu revois l'intégralité d'une organisation tactique pour l'absence d'un joueur. C'est trop short. Franchement, je vous jure que dans l'organisation et dans
le fait qu'il faut quand même aussi se dire que ça fait peut-être que un an et demi qu'on commence à redorer l'image de notre blason, c'est trop prématuré de revoir l'intégralité d'une équipe pour un seul joueur. Aussi important qu'il est, Zlatan est très important pour notre effectif, je suis d'accord avec ça. ce serait une tactique de second couteau. C'est ça, moi je Ouais, te mais dis c'est parce que difficile. Ça veut dire que déjà, tu as des chances d'acheter un joueur en fonction de ce dispositif-là Mm. et que tu vas te préparer un plan B pour les blessures. Non, franchement, dans l'organisation, en plus, le profil, et vous en parlez très justement, le profil pour remplacer Zlatan, il est tellement particulier. Ce pivot grande taille qui est bon techniquement et qui est capable aussi d'apporter en déviation. C'est pas un truc qui se trouve tous les quatre coins, tu vois. ah bah, t'as Dans Giroud le- et Scamacca. T'en as deux sur le marché des transferts, donc dont un parce que Giroud, je pense que Lampard le lâchera pas si facilement. Donc t'as Ouais. Giroud et Scamacca. J'en vois pas d'autres dans le registre de Zlatan. C'est Euh, pour ça que, pour moi, il faut beaucoup plus s'adapter au 4-2-3-1 actuel et acheter un joueur qui se rapproche sensiblement de ce que Zlatan apporte, plutôt que de penser à remettre Rebic en pointe et à l'associer avec un autre joueur. Ce qui est pour moi, en termes de temps et d'organisation, bien trop juste à organiser, quoi. Hugo, Oui, parce que moi, justement, en fait, c'est la proposition de ce 4-4-2 là, c'est bien parce qu'il y a il y a plus de profils comme Zlatan sur le marché et c'est un profil généralement dans le foot, en fait, qui est en extinction. C'est Mm. un profil qui est de plus en plus rare. Et donc, du coup, moi, c'était pour ça. C'était un profil enfin, un dispositif d'urgence, quoi, un dispositif B. Bien sûr, je me verrais pas, enfin, je nous verrais pas jouer en 4-4-2 tous les matchs. Ce serait vraiment quand il n'y a pas Zlatan, mais parce que justement, le profil de Zlatan, maintenant, c'est introuvable, quasiment parce, introuvable. parce que, et là je vais te poser la question, Adri, mais parce que là, ce qui fait notre force depuis un an, c'est ce 4-2-3-1 avec Zlatan en point d'appui qui t'oriente tout le jeu. À moyen terme, quand Zlatan partira à la retraite, ce qui fait notre force, c'est d'avoir ce 4-2-3-1 qu'on connaît par cœur à 100%. Mais si jamais, quand Zlatan partira, et même, en fait, on a zéro second couteau, c'est-à-dire qu'on Pioli maîtrise une seule tactique, et que si jamais cette tactique, au fur et à mesure que nos adversaires nous joueront 2, 3 fois, corrigeront leurs erreurs face à nous, et si jamais on n'arrive pas à développer une deuxième tactique pour pouvoir au cas où intervertir aussi, contrer quand tu joues c'est du football après, mais quand tu joues un 3-5-2, c'est pas la même chose que quand tu joues un 4-3-3. Et si nous on s'adapte jamais à nos adversaires, il y a un moment où ça va s'essouffler, on va perdre un joueur comme un Hakan, tu vois. On ne sait pas si jamais le 4-2-3-1 peut marcher sans un Hakan. On ne sait pas si Hakan part l'année prochaine, si ça va complètement déstabiliser. Donc je pense qu'il faut dans l'ombre et en prenant un minimum de risques face à un Benevento, face à un Las Vérone, face à un Bologne en Coupe d'Italie, tester un 4-4-2 ou autre chose. Mais ma question est longue, Adrien, mais tu vas pouvoir Ouais, répondre. je comprends, je comprends. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois où je veux en venir. Oui, après, oui, c'est vrai que en soi, t'as pas tort. C'est vrai que dans des petits matchs comme ça, on peut changer. Après, faut pas oublier que même s'il n'y a pas Zlatan, des joueurs comme Kessié ou Hakan Çalhanoğlu qu'on a beaucoup critiqué, craché dessus quand ils faisaient des mauvaises performances dans justement ces 4-3-3, c'est parce qu'ils n'étaient pas à leur poste. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si, admettons, on change de dispositif, par exemple un 4-4-2, des Hakan, du coup, vont se retrouver sur l'aile, des Kessié vont se retrouver soit un peu plus haut, choses comme ça. Mm, C'est vrai que pour un joueur, je ne me vois pas du tout chambouler tout l'effectif. mm. Après, forcément, un jour, ça va s'essouffler. Enfin, peut-être, hein, c'est possible que ça s'essouffle. À partir de là, voilà, faudra changer de formation, comme on a fait avec du temps. On a mis beaucoup de temps à changer ce fameux 4-3-3 qui fonctionnait plus du tout, que ce soit sous Gattuso ou même Pioli. Non, non, alors oui, changer de formation, au bout d'un moment, ça on le fera. Même faire tourner voilà, contre des Benevento, tu l'as dit, ou en Coupe d'Italie, pourquoi pas, s'il y a d'autres formations. Mm. Mais là, sur le court moyen terme, je ne vois pas du tout changer de formation, en tout cas. Non, C'est voilà. Moi, je dis pas qu'il faut changer pour changer, loin de là. Mais je dis juste que ce qui précipite la chute des entraîneurs, c'est de ne pas avoir ce second couteau. Tu vois un Gattuso, quand le 4-3-3 était faiblard, il n'arrivait pas à trouver sa tactique. Tu vois un Giampaolo qui nous a mis des Castillejo en pointe, qui nous a mis des Souzo en 10 parce qu'il tenait absolument. Borini en 8, à- hein. Oubliez pas Ouais, aussi d'où on vient. ouais, Moi, j'ai vu des choses. et Akan en 6. Et Akan en 6. Non, mais tu vois un peu. Parce qu'il y avait ouais. cette tactique. Donc moi, bien sûr que si jamais tous les joueurs sont disponibles, tu gardes ton 4-2-3-1, aucun souci. Mais moi, je parle du fait que si jamais tu commences à jouer dans un 4-2-3-1 avec 3 joueurs qui sont pas vraiment à leur poste et tout, c'est là où les problèmes se créent. Et moi, je pense que si jamais tu recrutes, parce qu'en fait, là, on cherche un second Zlatan, on cherche même pas un second Zlatan, on cherche un deuxième attaquant. Parce que Rebic, à mon sens, n'en est pas un et pas un buteur.
Donc, qui tu prends et ce sera ma dernière question pour vous, quel budget on alloue à ce mercato? Est-ce qu'on met 100% de notre budget parce qu'on se dit que Kaloulou, finalement, ça peut quand même être un bon quatrième couteau et il va peut-être pas repartir tout de suite en Primavera. Milieu, peut-être prendre un petit joueur, mais pas non plus un top joueur parce qu'on en a déjà 3 gros. Donc, quel budget pour notre attaque, Théo? Moi, attaque et défense compris, je mettrais 30 millions cet hiver. On en parlait avant l'émission. Ce matin, c'est Daniele Longo, le journaliste spécialisé sur Milan, qui parlait de l'avancement du dossier Mohamed Simakan. C'est un contrat de 5 ans qui sera sûrement proposé par le club lombard. Milan propose 15 millions plus bonus. Strasbourg en entre 18 et 20. Au-delà de ça, en fait, Maldini a parlé récemment à Téléfoot. Il soulignait 2 aspects que je trouve vastement importants dans sa mécanique de mercato et sa manière de rechercher les joueurs. Il recherche des joueurs forts dans les 1 contre 1. Défensivement, ça va être au physique. Offensivement, ça va être par la technique. Qui ont une connaissance tactique très faible et donc une marge de manœuvre et d'appréhension de nouvelles tactiques très importante. Ça s'est montré avec Théo Hernandez, ça s'est montré avec Brahim Diaz et Mohamed Simakan, de ce qu'on en dit en Ligue 1, ça pourrait être aussi potentiellement le cas. Scamacca aussi, parce que c'est un jeune joueur. Bellotti a déjà été un peu plus formé à jouer dans un 3-5-2, même s'il est un peu plus esselé en Italie avec la Squadra parce qu'il joue en 4-3-3. Donc, concentrer 30 millions sur un défenseur de plus et un buteur, ça me paraît cohérent, on va dire. Et puis, je repensais à ce que tu disais pour tester un nouveau dispositif. Si on veut tester quelque chose dans un avenir proche, on joue le Torino en 8e de Coupe d'Italie le 13 janvier. Ça se tente. Ça se trouve, on aura Bellotti de notre côté. Ouais. Tu joues le Torino, d'ailleurs, on jouera en 4-4-2. On jouera le Torino 2 fois de suite, le 9 janvier en championnat, puis le 13 en coupe. À ce moment-là, si tu veux tenter quelque chose sans te mettre dans la priorité que ça va être un 4-4-2, teste quelque chose. Mais personnellement, j'avoue que je serais le premier pas serein de revoir, ne serait-ce que Kessié à un autre poste que celui qu'il est dans lequel, celui différent du rôle qu'il a actuellement. Voir un Leao pas dans le même poste, voir un Rebic accompagné. Enfin, personnellement, je serais pas serein, mais c'est vrai qu'il faut quand même, tu le disais très justement, Guillaume, à un moment peut-être changer son fusil d'épaule et s'adapter à un 4-2-3-1 qui s'épuisera peut-être avec le temps. Donc, pourquoi pas le 13 janvier. Adri, toi, quel budget pour quel joueur? Vas-y, fais-nous rêver. Déjà, ouais, pareil, je dirais comme Théo, en vrai, 30-35 millions. Simakan, c'est vrai que moi, j'aimerais bien le voir sous nos couleurs. Ça a l'air d'être bien parti, en tout cas. Après, c'est vrai, quand tu vois que tu as des Depay qui vont être dispo sur le marché pour pas cher, 5 millions environ. C'est vrai que moi, voilà, je pense honnêtement que pour 30-35 millions, tu peux avoir un défenseur, un attaquant, voilà, style Depay. Après, Bellotti, moi, j'aimerais beaucoup aussi. Je suis comme toi, Guillaume, j'aime beaucoup. Après, Bellotti, voilà, c'est quoi? C'est 30-35 millions. C'est vrai que pour un seul joueur, cet hiver, ça me paraît tendu, quoi. Puis il y a peut-être aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est l'état exact des finances de Milan. Si Maldini est aussi froid sur le fait de recruter absolument un attaquant et il a fallu que Rebic se blesse en plus de Zlatan pour qu'il change un peu son angle et qu'il dise bon, peut-être s'il y a une opportunité, on va le faire. C'est peut-être parce que aussi Milan en interne attend une grosse vente. Ça peut peut-être être celle d'Akan, mais si Akan ne se rapproche pas d'un club cet hiver et qu'on part vers un joueur qui va en fin de contrat, peut-être qu'on n'aura qu'un seul de nos objectifs. Soit un 5, soit un 9 qui sera rempli aussi. De toute façon, Akan, ce ne sera pas une grosse vente, à part s'il nous fait une Thiago Silva et il prolonge de 5 ans avant de partir une semaine après. Akan, ça partira. Non, mais parce que Thiago Silva nous aimait bien le club et voulait qu'on récupère quelque chose. Mais Akan partira pour un prix à la Depay, pour 5-7 millions, je pense. Hugo, toi, Tu penses? Akan, s'il est à 6 mois de contrat, pourquoi Depay partirait à 5 millions et Akan à 25 millions? Si les deux sont à mois. Mais moi, dans mon esprit, je me dis que c'est pas un Zambo Anguissa, tu vois, qu'on va vendre à Fulham le dernier jour à 25 millions. Mais j'ai cet espoir de me dire qu'il y a peut-être un petit Crystal Palace, un West Ham, qui vend à Cannes son futur numéro 10 de rêve et qui nous lâche un 15 millions. Ouais. Et tu deviens supporter de West Ham pendant 6 mois, tu vois, par exemple. Moi, ça me ferait rêver, tu vois, je te le dis. Je sais pas, ouais, peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Peu de chances qu'on en tire beaucoup, mais je garde ce rêve. Tu vois, je rêve pas du Scudetto, mais je rêve d'une grosse vente d'Akan. Hugo, toi, ton budget est pour quel joueur? Moi, c'est vrai que pour le coup, là, je les rejoins
beaucoup hein, pour ce qui est du budget des joueurs. Moi, je pensais même à pousser jusqu'à 40 millions, pourquoi pas, soyons fous. Mm. Et je sais pas, je me suis fait un petit fantasme, je me suis dit pourquoi pas aller, bon, ce serait très peu probable, mais aller chercher un Ben Yedder à Monaco qui est en déclin, qui est, voilà, enfin, qui est huitième, qui a aucune Ouais. compétition européenne et qui est habitué à liquider ces grands joueurs. Je me suis dit pourquoi pas essayer de se renseigner comme on avait fait pour Ronaldo il fut quelques années. Bah écoute, le responsable du recrutement qui a fait un podcast là, la semaine dernière est français, donc s'il t'entend, c'est pas Ouais. déconnant Ben Yedder, mais c'est pas déconnant Ben Yedder. Après, les gars, si on récupère Wissam Ben Yedder cet hiver, moi, j'y vais en galipette à San Siro, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, faut être lucide. Hein. Ben Yedder, je l'aime beaucoup, mais peu de chance qu'il parte du rocher comme ça. Hein. Ah, moi, je te Mais dis l'idée que est c'était bonne. plus un fantasme qu'autre chose, mais je me dis que c'était le plus probable des rêves, on va dire, Mm. pour ce mercato, parce que C'est j'ai vrai, vu ouais. la cote sur Transfer Market, elle a 40 millions. Moi, je pensais qu'il était à plus, honnêtement, mais non, 40 millions. Bah, après, c'est surtout que, du coup, comme je regarde un peu ce qui se passe du côté de Monaco, ils galèrent un peu. Kovac, il sait pas trop s'il doit se mettre en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ben Yedder est souvent remplaçant. Ouais, Mm. Kevin Volland commande à prendre la place. C'est vrai que Moi, ce j'y serait pas crois. mal. Mais, ouais, moi, j'attends de voir. Moi, dans mon mercato de rêve, donc moi, je me mets position football manager, j'ai 35 millions avec moi. Il me faut. Alors, moi, je prends pas de décès. Clairement, je prends pas de défenseur centre. Gabia et Kaloulou, pour moi, c'est très bien. Même un Musacho. Parce que Musacho et Duarte, en fait, on a deux mecs. Musacho, je pense qu'en tant que cinquième couteau, il y a beaucoup d'équipes qui veulent un Musacho en cinquième couteau pour le coup. Donc, moi, je m'inquiète pas plus que ça pour le poste de décès. Beaucoup d'équipes, le FC Vinska, ils le veulent peut-être, mais j'en connais pas beaucoup des autres équipes qui veulent Matteo Mouzakio en cinquième couteau. Ouais. Alors, les Moi, moi, gars, moi, soyez moi, je trouve, respectueux, quoi. moi, je trouve que Musacho en cinquième couteau, ça va. Bien, là, c'est un cinquième couteau, mais parce que après, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Je sais pas s'il s'entraîne trop avec l'équipe, mais bon, voilà. D'ailleurs, Moi, en j'ai tout vu cas, je prends pas de on a défenseur connu la centre. cause de sa rupture. Il n'a pas voulu remplacer Simon Kier à un match. J'ai vu ça sur Twitter il y a quelques jours. Il n'a pas voulu le remplacer en février dernier sur un match. Et à partir de ce moment-là, Pioli, il a dit en interne, je le ferai plus jouer. Bon, Et c'est ce qui est vraiment arrivé pour le coup. donc voilà, il y a sûrement un des deux ou même les deux qui vont partir, mais pour moi, on peut tenir avec ces quatre défenseurs centres. Du coup, au poste de milieu de terrain, je me prends pas plus la tête que ça. Je rappelle un Breccianini de près, parce que autant Pobega, ça va être compliqué parce qu'il joue en Serie A, donc c'est peut-être pas si simple que ça de le récupérer. Autant Breccianini qui joue en Série B, je pense que si jamais on en a vraiment besoin, je pense qu'on peut le récupérer au mois d'hiver. Et du coup, je me garde 35 millions pour un Bellotti et peut-être un Depay. Parce qu'un Depay, il y a 5 millions. Si on parle de 5 millions sur un Depay, je pense que Zlatan Ibrahimovic, avec qui il évolue à Manchester United, peut, avec ses beaux yeux, te ramener un Depay dans sa valise. Et puis, Bellotti, je pense que sur une spéciale Maldini, je pense qu'on peut peut-être obtenir un 20-25 millions avec des clauses, des bonus, etc. pour monter à 40-45 millions peut-être pour satisfaire le président du Torino d'ici cet été, tu vois. Je pense que c'est un Bellotti, ça peut s'orienter comme ça. Et donc, du coup, voilà, moi, je prends un Bellotti, un Depay. On sait que Maldini a été aussi actif et a parlé d'un Thauvin qui est un peu un dossier comme Depay parce que c'est des joueurs qui sont libres de prêt dans 6 mois. Donc à voir s'il va nous ramener un gars à droite. Par contre, moi, la grosse vente, si jamais tu en veux une, pour moi, c'est un Castillero. Parce qu'un Castillero, je pense qu'il a une cote qui est pas si dégueu que ça. Faudrait voir son Transfermarkt, mais je pense que c'est un Si on bon. peut le renvoyer à Villarreal, Ah ben, mais moi, je pense qu'un Castillero en première ligue, ça se vend 25 patates. Hein. Moi, je pense que ça se vend 25 millions en première ligue, ça se vend 20 millions tu me en. vends du rêve. Un ailier droit, tatouage, chevelure blonde. Eh, Ah, ce serait beau. pour, 25 millions à Crystal Palace, il je se barre l'emmène. Hein. il se barre avec un maillot de Théo Hernandez dans le dos, comme ça on le vend 10 millions de plus, on le fait passer pour Théo Hernandez et c'est bon. Hein. Non, mais Castillo est valeur avec de 13 millions. Il est valué à 13 millions sur 13 millions, Transfermarkt. franchement, Castillero. rien qu'en toucher 20 millions, moi, je serais content. Tu vois. 20 Tu millions, vois, c'est déjà bien. Mais Pour lui. je repense à ça, Guillaume, ils jouaient plus ensemble. Zlatan arrive après. Hein. Je crois que Depay Ah bon? est déjà à Lyon Bon, quand Zlatan arrive à United. bah, Mais ils ont- l'idée est ouais, louable. Après, je repense à ça, mais en termes de contrat, ouais. je sais que les gros joueurs, ça se compte en millions, mais là, rappeler un joueur de son contrat, on payerait combien, que ce soit pour Bresciani ou Pobega,
Ça se passe comment? C'est tu payes une partie du salaire? Pour C'est moi, quoi pour moi, exactement la pour moi, procédure? bah, ça dépend. En fait, tout dépend des clauses des contrats. Il y a des gars il y a des contrats qui assurent le joueur jusqu'au mois de juin, tu vois. Et je pense que ça peut être le cas d'un Pobega qui joue en Serie A. Donc, je pense que ça doit pas être si simple que ça. C'est pas comme sur FIFA où tu rappelles un joueur en Ah cliquant ouais, sur parce que le voilà, moi l'option, le clic droit sur Football Manager, je l'ai en tête, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. là, le faire en vrai au mois de Non, janvier, mais sachant ouais. que les deux jouent dans un club, tu vois, j'aimerais bien, mais je sais pas Mm. si ça va se faire. Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait vraiment débat entre Depay et Belotti en prenant en compte les 5 millions pour l'un, les 35 millions sur l'autre, en prenant en compte le salaire de Depay qui est plus important que celui de Belotti. Mais il y a vraiment débat entre un Belotti et un Depay pour les raisons, parce que voilà, je pense qu'un Depay, tu le fais jouer comment si jamais un Hakan reste? Si un Hakan prolonge et un Ah, s'il y et a quelqu'un de reste, reste, bah, mais tu vois, je Depay, pense que Depay, ça l'arrivée de s'éloigne. l'un conditionne le départ de l'autre, Voilà, c'est sûr. complètement. Pour moi, c'est Je ça. pense que c'est conditionné, tu vois. Là, tu peux pas avoir les Ah, deux, hein. mais par contre, si on récupère, si les deux sont encore là, ouais, là par contre, c'est du suicide, ouais. Mais par contre, Mais ouais, vas-y. je pense qu'en fait, pour moi, Belotti, il y a vraiment peu de chance, quoi. Enfin, et puis même si on arrive à l'attirer, dans la philosophie de jeu, c'est un joueur qui est pour moi qui est vital dans un 3-5-2, mais je le vois mal s'adapter dans un Ben 4-2-3-1. non, bah non, parce que Zlatan, il a une manière de jouer. mais Zlatan, c'est un attaquant d'appui. Donc en soi, je pense que in-game, le 4-2-3 de Pioli peut s'orienter autour d'un point d'appui qui est Zlatan et Belotti qui gravite autour. Pour moi, c'est ça. Et même un Belotti, parce que quand on se dit, ouais, mais pourquoi il rejoindrait Milan Ouais, et mais être dur, ça veut dire que tu fais un 4-4-2 à pointe basse et tu bah, te retires à Cannes. ah bah oui, bah, dans le cas, non, bah là c'est dans le cas où il n'y a pas Akan, bien sûr. Mais si jamais tu as Akan qui reste, Belotti, là il est 18e du championnat, il est attaquant d'un 18e du championnat. Je pense que tous les jours il accepte de jouer à la Ligue des Champions avec Milan, quitte à rester sur le banc un an et demi ou un an, et après il jouera pas 10 matchs. Non, mais Belotti jouera pas 10 matchs. Mais si jamais, parce que Zlatan va avoir de moins en moins de temps de jeu et Belotti en aurait de plus en plus. Mais tu restes dans une physionomie où tu es remplaçant pendant 12-15 mois, avec un temps de jeu quand même à la Tonali, tu vois. Mais par contre, après, c'est toi le futur de l'AC Milan. Tu es supporter du Milan parce que c'est un Rossonero dans le cœur, l'ami Belotti. Pour moi, c'est pas déconnant. Il est 18e du championnat avec le Torino. Tu lui proposes le Milan actuel. Je pense qu'il y va tous les jours, même si et il accepte un peu à l'image d'un Tonali d'avoir un temps de jeu qui s'agrandira avec le temps. Hugo. Ouais, moi c'était pour dire voilà, que je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu dis par rapport à Belotti. Pour moi, ça ne le dérangerait pas d'être sur le court terme joueur de rotation et puis du coup se préparer à être le futur attaquant du Milan. Mm. Tu vois, c'est le PAL, pour le coup, c'est ce qu'on a souvent fait à Milan dans les dernières années, c'est lancer un numéro 9 dans la gueule du loup, tu vois, vraiment lui donner toutes les cartes sans aucun temps d'adaptation. Et pourquoi Tonali, moi j'y crois, c'est parce que justement, Pioli est super intelligent c'est ce qu'on disait en début d'année, dans l'incrustation de Tonali dans le 11, il y va progressivement. Et puis on le voit avec Tonali, maintenant ça fonctionne, il est en confiance. Adrien. Après, Belotti, attention, il a quoi? Il a 27 ans, Belotti, non? 27, 27, ouais. ouais. Ouais, Ouais. ouais. Le truc après, c'est que tu vois, s'il est remplaçant après pendant ouais, 12-15 mois, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il va être quoi? Titulaire à 28, quasiment 29? Mm. Bah, il est Moi, j'ai titulaire à du mal à voir 28. ça, moi, tu vois. Il te fait des quarts de finale de Ligue des Champions avec Milan, et puis dans 3 ans, on achète Haaland. Voilà, moi je te dis ça. Ouais, bien sûr. Et Puis puis moi, après, dans 4 ans, la prochaine Miss Monde, elle vient de Milan aussi. ouais, et puis moi, j'ai fini ma carrière manager, et puis je fais un truc Non, avec mais Monza en deuxième. moi, franchement, en fait, il y a tellement d'interrogations autour de ce joueur que, ok, il supporte Milan, ok, il serait prêt à venir jouer pour nous, mais dans ce contexte actuel-là, je sais pas. La seule raison qui me motiverait à le recruter, c'est que, t'en parlais pour Tonali, pour moi, Tonali, il allait jouer, c'est une certitude. Mais on a un groupe tellement restreint à certains postes que tu as beaucoup de joueurs qu'on n'était pas censé voir avant un bon bout de temps qui, au final, prennent du temps de jeu. Un mec comme Kaloulou, si on a une défense, si on a un troisième défenseur dès le début de saison, on l'aurait vu peut-être en Coupe d'Italie au début, tu vois. Sauf que là, on a deux de nos trois centraux qui sont blessés et forcément, c'est lui qui est là derrière. Tonali, c'est pareil. Il était là dans la rotation, mais de là à être titulaire sur plusieurs matchs, bah, si Benacer n'était pas blessé ou Kessié suspendu, ça aurait peut-être pas été le cas. Donc, ma seule motivation d'avoir un buteur absolument, et pour l'instant, ce sera soit lui, soit Scamacca, c'est que pour une fois, on s'éviterait une rotation plus subie que souhaitée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, complètement.
Très bien. Et ben, je pense que ce sera le mot de la fin de l'émission. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qui vous voyez pour renforcer l'attaque de l'AC Milan cet hiver. Un grand merci, Hugo, pour ta présence. Tu es le bienvenu pour une prochaine émission. Ah bah, je vous remercie, un super accueil. Et puis, ça fait plaisir de débattre avec vous, puisque je suis toujours les émissions avec grande assiduité. Et là, bah, j'y participe. Donc, Voilà, merci. merci beaucoup. Merci Théo, merci Adri pour votre présence comme d'habitude. Et puis on se retrouve dans 3 jours pour le match face à la Lazio. En attendant, prenez soin de vous et forza Milan. Ciao. Salut tout le monde. Vediamo, ciao.